Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Un conseil ordinaire des ministres a lieu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Je vous propose de suivre ici le compte rendu avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumaya Issène. Le conseil ordinaire des ministres de ce jeudi 19 décembre 2019 a examiné 8 projets de textes, 7 projets de textes adoptés et un projet rejeté. Le premier projet de texte examiné et adopté est un projet de loi introduit par le ministère de la Justice chargé des droits humains. Il porte sur la modification des articles 1er et 69, ainsi que le livre 4 de la loi numéro 011 du 17 juin 2013 relative au Code de l'organisation judiciaire qui institue une cour criminelle non permanente. C'est pour pallier l'engorgement des cours d'appel causé par la recrudescence des crimes et améliorer les conditions des multiples accusés qui s'éternisent en prison sans jugement que cette modification a été proposée. L'institution des chambres criminelles dans les cours d'appel rendrait celles-ci permanentes et opérationnelles à plein temps et amènerait les cours d'appel à considérer désormais les sessions criminelles comme des audiences ordinaires qui seront programmées régulièrement, évitant ainsi à l'État la mobilisation des frais de session criminelle jugés onéreux. Le deuxième projet de loi émane aussi du ministère de la Justice chargé des droits humains. Il porte répression des actes de terrorisme en République du Tchad. Rappelons que c'est à la faveur des ateliers organisés en 2017 et 2018 qui ont réuni des experts du domaine qu'il a été relevé que la loi numéro 34 du 5 août 2015 portant répression des actes du terrorisme au Tchad n'a pas pris en compte certains aspects importants, notamment les atteintes aux personnes, les infractions liées au transport et celles liées à certaines matières dangereuses, ainsi que les cas de poursuite des mineurs et les règles de procédure dérogatoires aux règles de droit commun. Inspiré des différentes stratégies de lutte contre le terrorisme au niveau international, continental, régional et sous-régional, cette révision vise à combler ce vide observé en instituant un cadre juridique approprié qui prend en compte toutes les caractéristiques fondamentales des actes de terrorisme à travers une prévention et une répression cohérente et coercitive. Le troisième projet de loi est soumis à l'examen du Conseil par le ministère des Finances et du Budget. Ce projet de loi est relatif à la création de l'Académie des finances publiques et de l'informatique, en abrégé AFPI. Après avoir échangé sur les aspects de fond et de forme du dit projet de loi, le Conseil l'a renvoyé pour permettre au ministère concerné de l'argumenter davantage en tenant compte des structures de formation existantes pour une mutualisation pouvant conduire à l'efficacité souhaitée. Le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a présenté au Conseil pour examen 2 projets de décret. Le premier projet de décret est relatif à l'obligation de souscription des boîtes postales sur le territoire national. Opérateur historique du secteur postal, la Société tchadienne des postes et de l'épargne STPE éprouve d'énormes difficultés pour assurer son fonctionnement et son implantation sur le marché national. Ces multiples problèmes ne lui permettent pas de répondre aux défis de la mondialisation, de la libéralisation, des concurrences et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En vue de la rendre compétitive, un programme de relance a été élaboré, nécessitant la mobilisation des ressources financières suffisantes. Le projet de décret préconise la disposition d'une boîte postale, une des conditions désormais à prendre en compte à l'immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier, ainsi qu'à la délivrance des agréments et autorisations des associations, organisations et sociétés.
La simulation faite pour l'acquisition et l'attribution de 15 000 nouvelles boîtes postales permettra de dégager un chiffre d'affaires d'1,5 milliard de francs CFA. Quant au deuxième projet de décret, celui-ci porte sur l'exonération des pays du G5 Sahel du paiement des frais d'itinérance pour les communications électroniques internationales entrantes en République du Tchad. Ce projet de décret est la matérialisation concrète de la volonté des chefs d'État du G5 Sahel exprimée lors du sommet de Niamey au Niger, tenu le 6 février 2018. Par la suite, une résolution portant suppression des frais d'itinérance au sein du G5 Sahel a été formulée et adoptée au Conseil des ministres du 29 octobre 2019. L'itinérance ou le roaming offre une certaine commodité et permet aux populations des pays du G5 Sahel de communiquer au tarif local en cas de voyage dans l'un des pays membres, tout en conservant leurs numéros d'appel locaux. Cette mesure contribuera aussi à une plus grande intégration des populations de l'espace G5 Sahel et facilitera les renseignements entre ces pays frères pour une lutte accrue et plus efficace contre le terrorisme. En adoptant ce projet, le Tchad réaffirme sa volonté de respecter son engagement pris lors du sommet des chefs d'État du G5 Sahel, tenu en février 2018 à Niamey, au Niger. Cette dynamique enclenchée permet également au Tchad de tirer le bénéfice découlant de la suppression des frais d'itinérance. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a également introduit au Conseil pour examen 3 projets de décret. Le premier porte adoption de la politique minière du Tchad. Ce projet de décret découle d'un constat fait sur l'exploitation artisanale des matériaux de construction de certaines ressources minières du sol et du sous-sol. C'est dans le souci de passer de l'exploitation artisanale à celle industrielle des métaux précieux et des matériaux que ce projet de décret a été soumis au Conseil des ministres. La politique minière du Tchad entend tirer les leçons de l'expérience acquise dans l'exploitation du pétrole entre 2003 et 2014 en vue d'optimiser la gestion des ressources minières présentes dans plusieurs provinces du Tchad et établir le cadastre minier. Cette politique boostera à terme celle de l'emploi et de la formation professionnelle et contribuera à la création d'environ 40 000 emplois par an. Outre les avantages précités, la politique minière du Tchad actualise le cadre légal et réglementaire, prend en compte les activités d'orpaillage, intègre les principes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et organise la mise en place d'une brigade minière afin de sécuriser l'activité des parties prenantes. Le deuxième est un projet de décret d'application de la loi numéro 010 du 20 juin 2018 portant ratification de l'ordonnance numéro 004 du 21 février 2018 portant code minier. Plusieurs innovations ont enrichi ce projet de décret en vue de favoriser la relance du secteur minier, contribuant de manière substantielle à la relance de l'économie nationale. Il est clairement mentionné sur ce projet de décret que les ressources minières sont la propriété de l'État qui les gère dans l'intérêt national. Par conséquent, le Tchad doit adopter des principes garants de la non-discrimination et promouvoir des textes législatifs et réglementaires pour développer un cadre juridique, économique, fiscal, favorable à l'investissement minier. Plusieurs paramètres sont pris en compte pour une meilleure collaboration entre l'État et les entreprises privées. Le troisième projet de décret porte adoption du programme d'appui au développement du secteur minier au Tchad pour la période 2020-2023. Ce programme vise à améliorer la gouvernance économique et financière du secteur minier par la mise en œuvre optimale des ressources minérales tout en préservant l'environnement et la cohésion sociale. 4 composantes sont retenues à cet effet pour sa mise en œuvre, à savoir l'appui à la réalisation des études,
l'amélioration de la production minière, le renforcement des capacités techniques, la gestion et la coordination des programmes. Le coût global du programme s'élève à un peu plus de 46 milliards de francs CFA. Tous les projets du secteur minier, déjà listés et les nouveaux, sont pris en compte par le programme. Commencé à 10h, la séance a pris fin à 11h50. Voilà, c'était là le compte rendu du Conseil ordinaire des ministres qui a lieu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État. Nous en parlions hier. Libreville, la capitale gabonaise, a accueilli mercredi le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale CEAC. La 9e session extraordinaire a été consacrée aux réformes institutionnelles de l'organisation. Le président de la République, Idriss Déby Itno, et ses pairs ont décidé de faire de la CEAC un puissant outil d'intégration en adoptant les réformes institutionnelles. Ibrahim Adam Mamet. 36 ans après sa création, la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC amorce une profonde mutation et se dote d'une nouvelle charte. Sur le 11 chefs d'État des pays membres de la CEAC, 6 étaient à Libreville ce 18 décembre 2019 pour acter les réformes lancées en mai 2015 à N'Djamena, la capitale tchadienne, et prendre un nouveau départ. Pour cette importante session extraordinaire, la 9e du genre qui a consacré ses travaux à la réforme institutionnelle de l'organisation, le président de la République, Idriss Déby Itno, et ses pairs ont modifié les traités instituant la CEAC pour la rendre plus moderne et l'adapter au contexte actuel. Selon les termes du communiqué final, les 11 pays membres ont 6 mois pour ratifier ces nouveaux traités. Entre autres réformes importantes à retenir, le secrétariat général de la CEAC devient désormais une commission avec beaucoup plus de pouvoir. Les finances étant l'un des goulots d'étranglement de la CEAC, les chefs d'État et de gouvernement ont pris l'engagement pour assurer l'autonomisation financière de l'institution. Ainsi, les pays membres sont encouragés à collecter et à reverser à la Commission la taxe communautaire d'intégration. Outre le protocole du traité instituant la Commission de la CEAC, les conseils de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX, le règlement financier, le cadre organique et le statut du personnel révisé de la communauté ont été également adoptés. En ouverture des travaux, le secrétaire général de l'organisation, le Tchadien Ahmed Al-Lami, a noté que c'est une réforme en profondeur à même de rendre la CEAC plus moderne et plus dynamique afin de faire face à tous les défis qui a été proposé aux dirigeants de la région Afrique centrale. La CEAC est face à des défis multiples et multiformes qui nécessitent un engagement total, a-t-il rappelé. L'ONU, par la voix du représentant du secrétaire général de l'Organisation pour l'Afrique centrale, François Lossini Fall, soutient ces réformes institutionnelles. Le président de la Commission de l'Union africaine évoque, lui, une évolution qui répond parfaitement aux objectifs de l'Union africaine, qui attendent toutes les communautés économiques régionales qu'elles impulsent dans leur espace respectif les aspirations et idéaux contenus dans l'agenda 2063, notamment l'intégration économique. Moussa Faki Mahamat parle des réformes nécessaires au regard des enjeux et défis dont la région fait face pour conduire la communauté à l'intégration tant souhaitée. Le chef de l'État gabonais, le président en exercice de la CEAC, Ali Bongo Ondimba, en ouvrant le travaux de la 9e session extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a déclaré que ce sommet doit s'adapter aux défis de l'heure et renforcer son rôle en tant que pilier de l'Union africaine. La CEAC regroupe 11 États membres et représente un marché de 187 millions de consommateurs. Et comme vous l'avez suivi dans le reportage, les travaux de la 9e session de la CEAC ont été sanctionnés par un communiqué final. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres ont adopté la charte révisée de l'institution. Voici donc l'intégralité de ce communiqué. Préoccupé par le faible niveau d'intégration et l'ampleur des défis à surmonter par l'Afrique centrale, reconnaissant la place stratégique qu'occupe la région Afrique centrale au vu de sa position géographique au sein du continent en tenant une région charnière et limitrophe à toutes les autres régions, conscient du rôle locomotif qui devrait jouer la CEAC en tant que communauté économique régionale, CER, pilier dans le processus continental d'intégration économique, déterminé à préserver et à consolider un climat de paix
de sécurité et stabilité au sein de l'Afrique centrale, réaffirmant notre ferme volonté de faire de la CEC une communauté économique régionale forte, avec une architecture institutionnelle en harmonie avec l'Union africaine, afin de la rendre plus efficace. Nous engageons à 1. Tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de ratification du traité révisé, signé ce jour afin de faciliter son entrée en vigueur dans les 6 mois prochains. Tenir un sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement au cours du premier semestre de l'année 2020 pour en outre mettre en place la commission. 3. Mobiliser à travers les mécanismes de la contribution communautaire d'intégration des ressources nécessaires pour financer la réforme institutionnelle et atteindre les objectifs de la communauté. 4. Poursuivre le processus de mise en œuvre de la réforme à travers la finalisation des tests additionnels et la mise en place des organes et institutions de la communauté. Exhortons tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à renforcer le soutien à la communauté. Exprimons notre gratitude et notre haute appréciation à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef d'État, président de l'exercice de la CAC, pour les efforts louables consentis dans la conduite du processus de la réforme institutionnelle à son terme et pour toutes les facilités et les marques d'attention à l'endroit de toutes les délégations. Fait à Libreville le 18 décembre 2019. La délégation va être signée par les chefs d'État et leurs représentants. Voilà des propos recueillis par Ibrahim Adama Mamat. 7e édition de la Semaine nationale de la langue arabe au Tchad, couplée au 5e congrès sur la situation de la langue arabe. Les assises ont lieu hier après-midi au ministère des Affaires étrangères. Le thème choisi à cet effet est les intellectuels arabophones dans la 4e République. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Brahim Hissène Taha. Ousmane Idriss Takou. L'événement est placé sous le thème « Les intellectuels arabophones dans la 4e République, aspirations et défis ». Durant une semaine, des conférences-débats, des colloques seront organisés pour réfléchir sur l'avenir de la langue arabe au Tchad. La cérémonie est rehaussée de la présence du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, représentant le président de la République. La semaine de la langue arabe, c'est aussi la remise des attestations aux enseignants qui ont contribué à la promotion de la langue arabe. Pour le président de l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe, Hassaballah Mahdi Fadlah, son organisation se fixe comme objectif d'œuvrer pour la promotion de cette langue. Le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, salue la contribution des intellectuels arabophones dans le développement socio-économique du pays. Vu les efforts consentis par le président de la République, Idriss Déby Itno, en matière de la promotion de la langue arabe, une attestation lui est décernée. Dans son discours, le ministre secrétaire général de la présidence de la République représentant le chef de l'État rappelle l'engagement du gouvernement en matière de promotion du bilinguisme dans notre pays. Suivez. L'application du bilinguisme figure parmi les priorités du président de la République. C'est dans cette optique une synergie d'action s'impose pour matérialiser cette ambition. Les différents acteurs doivent se mobiliser pour atteindre cet objectif. Le choix du thème est révélateur qui place les intellectuels arabophones face à leurs responsabilités. Le gouvernement tchadien, sous le leadership du président de la République Idriss Déby Itno, est engagé dans un vaste programme de l'application du bilinguisme intégral au Tchad qui découle des résolutions du Forum national inclusif. La langue arabe est une langue de culture par excellence. Par ailleurs, son apprentissage est un atout non négligeable pour tout individu. Par la même occasion, permettez-moi d'adresser mes félicitations à l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe quant à l'organisation de la 7e édition de la Semaine nationale de la langue arabe. Par ailleurs, j'exhorte les participants à l'assiduité
au cours des débats afin de formuler des recommandations qui seront transmises à qui de droit. Sur ce, je déclare ouvert la 7e édition de la Semaine nationale de la langue arabe. À l'Assemblée nationale, ce jeudi a lieu sous la présidence du président Haroun Kabadi et en présence des ambassadeurs de l'Union européenne, celui de la France et de l'Allemagne, une journée du dialogue politique structuré entre l'Assemblée nationale et l'Union européenne. Plusieurs points ont fait l'objet d'échanges. Gundul Laya Golona. C'est avec grand intérêt que les élus du peuple ont suivi les exposés marquant la journée du dialogue politique structuré entre l'Assemblée nationale et l'Union européenne. En présence des ambassadeurs de l'Union européenne, celui de la France et celui de l'Allemagne, les sujets abordés au cours de cette journée du dialogue relèvent des préoccupations de l'heure. Les sujets qui seront abordés au cours de ce dialogue, notamment la situation économique et sociale de notre pays, la situation sécuritaire dans la sous-région et la région du lac Tchad, l'appui au processus électoral, relèvent des préoccupations de l'heure qui nous interpellent fortement et méritent d'être débattues dans un esprit de franchise et de clarté. Cette rencontre, qui n'est pas la première du genre, offre l'opportunité de procéder à une analyse approfondie sur des points importants qui sont la situation socio-économique, sécuritaire et politique de notre pays. À l'issue des présentations autour des différentes thématiques, les représentants du peuple et leurs partenaires ont procédé à des échanges et débats constructifs en vue d'approfondir les réflexions sur les différents points. Les ambassadeurs de l'Union européenne, celui de la France et celui de l'Allemagne, réitèrent l'engagement de leurs différents pays et institutions à appuyer le Tchad dans son développement socio-économique et sécuritaire. Le président de l'Assemblée nationale salue cette initiative. L'Assemblée nationale du Tchad saisit cette occasion du dialogue politique structuré pour exprimer sa profonde reconnaissance à l'Union européenne et réaffirmer avec force que votre institution, monsieur l'ambassadeur, a joué un rôle fondamental dans l'économie de notre pays. Notre gratitude s'adresse à toute la délégation de l'Union européenne ici présente, aux États de l'Union européenne dont la France et l'Allemagne, ainsi qu'aux éminents experts, membres de l'équipe technique dont nous saluons chaleureusement la présence parmi nous. Cette journée de dialogue politique constitue aussi une immense opportunité de faire l'état de partenariat entre les deux institutions, selon le président de l'Assemblée nationale. En diplomatie, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria au Tchad, son Excellence Zana Umaru Bukar Kolo et son Excellence Amir Abdel Azim Saïd Rifai, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arabe d'Égypte au Tchad, ont présenté ce matin au ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, de la coopération internationale, de la diaspora, les copies figurées de leurs lettres de créance les accréditant au Tchad. Après 3 jours, les activités marquant le 55e anniversaire de l'École nationale d'administration couplée au premier forum des énarques du Tchad se sont achevées cet après-midi. Le chef de l'État a été représenté par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariama Mamadou. Reportage Idriss Omar Idriss. Après 3 jours d'intenses travaux marquant le 55e anniversaire d'École nationale d'administration couplée au premier forum des énarques du Tchad, le bilan se constitue des conférences animées par l'invité d'honneur Dominique de Villepin, ancien énarque français, et de plusieurs autres panélistes des marques. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Mariam Mahmanour, représentant le président de la République, s'est dit fier de la commémoration de cet événement et fait part des réformes engagées par la 4e République visant l'objectif de rendre l'administration plus attractive et performante. Les réformes engagées par la 4e République visent un objectif principal: rendre notre administration plus attractive et performante. Cette mutation ne peut se faire sans l'apport des énarques, ressources humaines indispensables que vous êtes. Votre souci et votre interpellation relative à l'utilisation rationnelle et rationnée des produits de l'ENA est une de mes principales préoccupations. Des consignes seront données au gouvernement pour que des cadres formés à l'ENA
soient responsabilisés et utilisés à bon escient aux fins de redonner à l'administration tchadienne toutes ses lettres de noblesse. Pour clôturer les travaux de cet événement, mais aussi pour rendre hommage aux anciens énarques et certaines personnalités du pays, des amphithéâtres ont été inaugurés en leur nom pour les immortaliser. Le projet d'infrastructure spatiale et des données sur la ville de N'Djamena et ses environs a clos ses assises hier. Ce soir, notre reporter Nguyen Bengueri revient sur l'impact du projet sur les différents secteurs de développement. Regardez. Fruit de la coopération entre le gouvernement tchadien et l'Institut géographique national français, le projet d'infrastructure des données spatiales sur la ville de N'Djamena et ses environs consiste à mettre en place des bornes de premier et second ordre et un système d'information géographique sur un périmètre de 900 km² suivant le fonds d'urbanisation de la capitale. À travers cette initiative, les deux parties voudraient mettre en œuvre des applications sectorielles qui répondront de manière concrète aux besoins de nombreux acteurs de développement. Ce projet, selon les initiateurs, sera bénéfique pour l'État tchadien et particulièrement le ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Ainsi, dans le cadre des recettes foncières, ce plan qui sera établi au cours de ce projet sera un véritable plan cadastral. Aussi, ces données géographiques dont dispose ce projet générera par la suite des économies considérables dans tous les secteurs où elles seront utilisées. Outre ces aspects, ce projet consistera dans une autre mesure à fournir des informations précises sur le relief de toute la ville de N'Djamena et ses environs. Il offre également l'opportunité de définir les différents secteurs de développement et constitue un outil indispensable, surtout pour les gestionnaires des réseaux, car il leur permettra de mieux identifier leurs clients pour, d'une part, améliorer la qualité de leurs services et, d'autre part, pour mieux collecter les taxes associées à ces services. À travers ce projet de grande envergure, l'urbanisation de la capitale est en marche. Il répond à ne point douter à la politique du gouvernement faisant de la capitale tchadienne la vitrine de l'Afrique. Forum sur les systèmes de domaine, c'est définitivement terminé pour les travaux. Durant 2 jours, différents panélistes se sont succédés pour expliquer aux participants l'importance d'avoir l'identité numérique tchadienne. Angal Toklok. Favoriser la croissance économique à travers le système des noms de domaine, c'est le challenge que s'est fixé l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, ADETIC, pour l'année 2020. Pour relever ce défi, l'agence étatique a réuni pendant 48 heures experts africains, représentants des institutions et étudiants évoluant dans les technologies de l'information et de la communication. 2 jours au cours desquels les participants ont été outillés sur la bonne gestion de l'espace numérique avec à la clé l'obtention de l'identité numérique tchadienne. Sans le point TD, vous n'aurez pas, vous pouvez avoir le point com, mais le point TD, on veut que ce soit une consommation locale pour faire savoir l'identité du Tchad qui est le point TD. Pendant ces séminaires, on a compris que le point TD a un impact vraiment économique sur l'économie du pays. Ce forum national des noms de domaine s'achève, mais les participants projettent des actions nouvelles. Ces actions visent l'instauration de l'identité numérique tchadienne à toutes les institutions étatiques et la simplification du procédure d'acquisition des noms de domaine aux usagers. Pour la directrice générale du ministère des Postes, représentant le ministre, le pari est gagné. Vous avez eu des échanges fructueux à travers les différents panels et présentations. En cela, nous sommes convaincus que les participants sont bien outillés pour une bonne gestion du point TD, notre identité numérique. 2020, c'est demain. Élise Goldoum dit avoir pris note des recommandations formulées par les participants en vue de l'atteinte de l'objectif de 15 000 utilisateurs de l'identité numérique tchadienne. Lancé le 7 décembre dernier par les autorités locales de la province du Salamat, les activités de la Fondation Grand Cœur se sont achevées ce matin à Amtiman. La FGC et ses partenaires ont redonné du sourire aux patients souffrant de diverses pathologies. La cérémonie est présidée par le secrétaire général de la province du Salamat. L'année qui s'achève est inscrite dans les annales de la population de la province du Salamat, grâce aux multiples actions salvatrices de la Fondation Grand Cœur et ses partenaires. La santé de celle-ci est améliorée.
des couches défavorisées qui souffrent de diverses pathologies, notamment la cataracte et la fente labiale, communément appelée bec de lièvre, ont été prises en charge gratuitement par la Fondation Grand Cœur. La moisson a été bonne. À cet effet, je voudrais ici vous transmettre les félicitations et les remerciements de la présidente de la Fondation Grand Cœur, votre sœur, votre fille, Hinda Debi Itno. L'objectif de la Fondation Grand Cœur est de donner d'espoir et de sourire aux populations. Sur les 80 patients inscrits, plus de 60 sont opérés avec succès. On avait enregistré plus de 80 malades. On a opéré 63. Entre 13 et 15 malades, on le nomma. Ce sont les malades qu'on peut bien les opérer, mais c'est plus compliqué. Et on aimerait qu'on organise une caravane spéciale pour eux. Le député de la province Suleiman Abbas et le secrétaire général du Salamat, Mab Mara, ont au nom de la population remercié la première dame Hinda Debi Itno pour le choix porté sur la ville d'Amtiman pour l'organisation de cette caravane. Grâce à son organisation appuyée par ses partenaires, les conditions de vie des populations sont améliorées. Et puis la ministre de l'Aménagement du territoire, Achta Amate Brémé, par ailleurs fille de la province du Salamat, présente dans la localité, a livré ses impressions à l'issue de cette caravane. Elle s'est dit honorée et remercie la Fondation Grand Cœur pour ses œuvres en faveur de la population de cette province. Suivez. La Fondation Grand Cœur n'est pas à sa première présence ici à Amtiman. L'année dernière, à la même période, plus précisément en décembre 2018, elle était ici à Amtiman. Elle a fait profiter de ses actes de générosité à la population d'Amtiman. Donc pour nous, population de la province du Salamat, la présence de la première dame, Hinda Debi Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur ici à Amtiman, est la marque de sa sensibilité pour la cause qu'elle défend, c'est-à-dire venir en aide aux personnes les plus nécessiteuses. Il n'y a pas de plus beau cadeau pour une mère qui porte son enfant 9 mois, qui le met au monde, qui l'accompagne, qui le voit grandir, mais qui n'a jamais vu son visage. Nous avons été témoins des femmes qui, pour la première fois, elles voient le visage de leurs enfants. C'est des moments très passionnants, très émouvants, auxquels j'ai pris part. Et je tiens à partager avec vous pour dire merci. Merci à tous ceux qui œuvrent dans ce domaine. C'est pour dire que la Fondation Grand Cœur fait des merveilles. Toutes ces œuvres m'amènent à joindre ma voix à celle de la population du Salamat pour dire merci. Un grand merci tout d'abord au Père de la Nation, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a toujours mis au centre de sa politique le bien-être social de la population tchadienne. Nos remerciements vont également à l'endroit de la première dame, son Excellence Hinda Debi Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur. La première dame a toujours été là pour essuyer les larmes de ceux dans les besoins et leur donner le sourire. Des propos recueillis par Vareladio. Une autre campagne est lancée à Bokoro. C'est une caravane donc ophtalmologique. Les patients souffrant de la cataracte seront pris en charge gratuitement. Abdul Keoul. Une affluence des personnes souffrant de problèmes oculaires au district sanitaire de Bokoro. Cette effervescence fait suite au lancement des activités de la Fondation Grand Cœur dans cette partie du pays. Face au public, Issa Mamad Madi, chef de l'équipe de la caravane, dévoile les activités qui seront menées. Cette mission est prévue pour une semaine, c'est du 18 au 25. La Fondation Grand Cœur prend en charge le soin médical pour un objectif d'une opération de 400 cataractes. Et aussi, en annexe, nous avons une autre activité qui concerne les femmes en activité génératrice de revenus. Des tonnerres d'applaudissements qui expriment la reconnaissance de cette frange de la population à l'endroit de la fondatrice de cette organisation caritative, la première dame Hinda Debi Itno. Les autorités du département de Dababa ne sont pas du reste. Le développement n'y est pas sans la santé. Dans ce sens, nous remercions aussi
la Fondation Grand Cœur de cette contribution. La population de Dababa serait très reconnaissante. La prise en charge des patients sera assurée par l'équipe médicale soudanaise de la Fondation Al-Bassar, partenaire de la Fondation Grand Cœur. Suite aux attaques d'Inates causant la mort de plusieurs soldats nigériens, les responsables du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel sont allés adresser leurs condoléances aux éléments du fuseau Est du G5 Sahel basé à N'Djamena et remonter un peu le moral des troupes. Kalia Gavoudna. L'attaque d'Inates ayant causé la mort de 71 soldats nigériens le 10 décembre dernier n'a pas laissé indifférent le Comité national de coordination des actions du G5 Sahel Tchad. Très touché par la mort de ces soldats, John Dang Enoch et son staff sont venus compatir avec les éléments du fuseau Est du G5 Sahel basé à N'Djamena. Une minute de silence a été observée en la mémoire des soldats décédés. Selon John Dang Enoch, ces attaques répétitives contre les forces du G5 Sahel n'est pas une faiblesse, mais juste un manque d'appui de la communauté internationale. Le Comité national de coordination des actions du G5 Sahel est venu vers vous, notre branche militaire du G5 Sahel, pour partager sa compassion à l'occasion de la perte inestimable de vos compagnons de lutte sur les différents fronts du Sahel. Nous voulons leur rendre un hommage mérité. Les événements douloureux qui ont touché nos forces de défense et de sécurité et nos unités, telles que dernièrement au Niger, mais aussi au Mali, au Burkina Faso, en cette année 2019, ne sont pas synonymes d'une défaite, loin de là, ou d'un recul. Ils s'expliquent aisément par le soutien trop faible de la communauté internationale aux efforts déjà considérables pour la pacification et la sécurisation d'un espace tellement vaste et physiquement difficile, nécessitant des moyens adéquats qui manquent à nos États. Les éléments nigériens du fuseau Est basé à N'Djamena ont hautement salué la marque de sympathie de l'armée tchadienne envers eux en cette circonstance douloureuse. Le commandant du fuseau Est, le colonel Youssouf Salih Mahamat, indique que ces attaques n'entament en rien la détermination de ces éléments à en découdre avec ces forces du mal. Dans le cadre de ces activités, la faculté des sciences exactes et appliquées de N'Djamena a organisé une excursion pratique ce matin au musée national avec les étudiants du niveau de précision. Apolline Gani. Afin de compléter leurs connaissances théoriques, élargir leur horizon culturel et apprendre les multiples usages des œuvres d'art, la cohorte d'étudiants de la 2e année en biologie est venue visiter le musée national. Question de découvrir les patrimoines nationaux et mondiaux qui sont répartis dans les 2 pavillons. Il s'agit du pavillon paléontologie et celui du patrimoine mondial. Ici, les conservateurs du musée ont accompagné les étudiants dans les différentes salles d'exposition pour découvrir Toumaï et les autres fossiles. Le musée, c'est le seul patrimoine aujourd'hui qui nous garantit, n'est-ce pas, les espèces qui sont fossiles et autres. Là, c'est le seul patrimoine qui nous permet de les visiter à chaque instant. Nous avons constaté également les différents fossiles et les objets qui sont en rapport également des passés de nos aïeux, également des gens qui ont vécu en ce temps. Ils ont conservé également ces espèces dans l'intérêt également des études également de ces enfants que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes arrivés ici. On a vu les fossiles qui sont conservés au musée. Il est plus important de visiter le musée pour voir de quoi est composée la richesse du pays. De l'introduction à la biodiversité, c'est l'objectif de la visite. Nous avions pensé que des étudiants, pour s'identifier donc à leur pays, il faudrait qu'ils viennent d'abord ici voir d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que si tu te connais bien, tu peux bien apprécier ou bien faire une activité. Le musée national est créé le 6 octobre 1962 et ce bâtiment est construit spécialement pour abriter en premier lieu le crâne de Toumaï, ensuite les autres fossiles. La compagnie Ethiopia Airlines annonce à sa clientèle l'arrivée d'un nouvel appareil suite aux incidences de la semaine dernière et les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est à la faveur d'un point de presse du président du conseil d'administration de la compagnie, Mamata Adoum Ismaël. Un extrait de ses propos. Je voudrais tout simplement ici profiter de l'occasion que vous m'offrez pour
vous annoncer que suite à quelques incidents que nous avons connus sur notre avion, incidents malheureusement ayant occasionné quelques désagréments, mais incidents qui nous ont amenés aussi à éviter le pire, puisque nous sommes très rapidement, nous avons réagi et nous avons fait rentrer au sol l'avion, les vols qui à un moment ont commencé dans des conditions difficiles. C'est pour ces raisons-là que nous n'avons pas voulu prendre des risques. Chaque fois que nous avons essayé de voler et que nous nous rendons compte que quelques problèmes techniques, peut-être pas de grande importance, qui se posent et que nous avons préféré la sécurité, et nous avons chaque fois fait revenir l'avion. C'est vrai que cela a occasionné des retards au niveau de certains vols. Cela nous a amené aussi à annuler certains vols. Et bien sûr, nous avons maintenant décidé de ramener un autre avion, de faire répartir celui-là qui nous a créé quelques difficultés. Et depuis le dimanche, c'est un autre avion qui assure nos vols locaux et nos vols internationaux. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier nos clients, les passagers qui, malgré tout ce qui s'est dit par-ci par-là, y compris au niveau des réseaux sociaux, ont continué à nous faire confiance. Pour certains d'entre eux, ils sont restés à l'aéroport, ils ont attendu que l'avion soit réparé et qu'ils reprennent le vol. Pour d'autres, ils sont revenus le lendemain pour prendre un autre vol. Les vols que nous avons engagés maintenant se poursuivent normalement. Le premier vol après l'incident a fait un plein de passagers. 65 passagers ont pris ce vol-là à destination de Douala. Encore une fois, je les remercie. Je les remercie pour la confiance qu'ils nous font et je les remercie pour la fidélité. Des propos recueillis par Haram Abdelkader. Signature ce jeudi entre 8 organisations nationales et internationales de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la création d'une plateforme entrepreneuriale. Objectif: soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et promouvoir ainsi la bonne gouvernance. Madissa Anastasie Bissi. Par ces accords, 8 organisations nationales et internationales s'engagent dans une plateforme entrepreneuriale. Il s'agit pour cette initiative de partager les idées et expertises entre les signataires. Des orientations et formations vont occuper une bonne place dans les réalisations de la dite plateforme. Des réalisations qui devraient à terme permettre de soutenir les projets des jeunes Africains afin d'améliorer leur taux de chômage. Le directeur du Fonds d'investissement et de solidarité de la diaspora africaine précise que le dit accord est un plus dans le développement socio-économique des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et nous nous sommes donnés pour mission d'accompagner d'une part les États dans la réalisation de leurs gros projets, des projets d'infrastructure notamment, ainsi que des projets structurants. Et d'autre part, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, à pouvoir financer ou se réaliser, donc en passant d'idées de projets à des entreprises porteuses, à des entreprises viables. Le président de l'Association des lauréats tchadiens et amis du Maroc, Ibrahim Moussa Youssouf, annonce également à cette rencontre la participation de son association à la 8e édition du sommet des responsables des associations des étudiants qui se tiendra du 20 au 22 décembre à Rabat au Maroc. À ce sommet, les participants vont échanger sur le futur de l'emploi, perspectives et défis pour les jeunes, un thème qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et la bonne gouvernance. L'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe du Tchad, section du Logone occidental, a commémoré la journée mondiale de la langue arabe à Moundou. La cérémonie est présidée par le préfet du département de Lakowe, Youssouf Oumar Bahar, représentant le gouverneur Amat Al-Issena Amat.
Des établissements d'enseignement arabe et cadres arabophones à Mondou se sont investis pour donner de l'importance à cette journée placée sous le thème « Les intellectuels arabophones, défis et applications ». L'assistance a suivi l'intonation de l'hymne national en arabe et en français, mais aussi un sketch mettant en exergue la place de l'enseignant dans la société, la scolarisation de la fille et la poursuite de ses études. L'éducation de la fille et la place de la femme dans la 4e République constituent le message des femmes arabophones par la voix de Sadia Sherif, vice-présidente provinciale de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe. Le président provincial de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe, Mohamed Zen Abdullah Younous, a largement renseigné les invités sur l'importance de l'arabe, sa richesse et la genèse de cette journée instituée par l'UNESCO. Aussi recommande-t-il au gouvernement l'application du bilinguisme intégral au Tchad. Officiant la cérémonie, le préfet du département de l'Akoui, Youssouf Omar Bahar, représentant le gouverneur du Logone occidental, a souligné que la langue arabe constitue un trait d'union entre les fils du Tchad, dont environ 90% de la population l'utilise pour se communiquer. La présentation de nouveaux membres du bureau de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe, section du Logone occidental, est aussi parmi les points qui ont ponctué cette cérémonie commémorative. Et puis, l'Association pour le développement et la protection de Mourdi a lancé officiellement ses activités hier. Les filles et fils de cette localité entendent, à travers ce cadre, contribuer au développement socio-économique de leur circonscription. Mamad Saleh Babayaro. Ils ne veulent pas rester bras croisés face aux défis du développement de leur circonscription administrative. Les filles et fils de Mourdi décident de se mettre en association pour construire l'avenir de leur localité. Dénommée ADPEM, Association pour le développement et la protection de l'environnement de Mourdi, cette organisation entend mettre l'accent sur la préservation de l'écosystème, la santé et l'éducation. Elle a pour noble objectif contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, lutte contre la dégradation de l'environnement, encourager et soutenir les politiques publiques en matière de développement local, exercer et appuyer les institutions en charge de l'éducation, faciliter l'accès à l'eau, promouvoir le secteur agro-pastoral. La première pierre est déjà posée et comme les défis sont grands, pas de temps à perdre. Quelques cadres de la localité se sont relayés pour inviter leurs frères et sœurs à s'embarquer avec eux dans cette aventure. Une aventure sans fin qui met la localité de Mourdi au centre de leurs préoccupations. En religion, le bureau exécutif de l'annexe de N'Djamena prépare le lancement de la campagne d'évangélisation dans la ville de N'Djamena, une campagne qui regroupe toutes les églises annexes. Le coup d'envoi des travaux est donné ce jeudi. Nédion Patricia Maïregougou. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 19, « Allez et faites des nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette évangélisation qui durera 3 jours prend encore toutes les églises évangéliques du Tchad de l'annexe d'N'Djamena. Le message que nous avons à partager avec la population tchadienne sans distinction est celui de la joie, de l'amour et de la paix avec Dieu. Dieu a un plan pour chaque Tchadien. Il est seul capable de changer leur deuil en allégresse, leur malheur en bonheur, leurs ténèbres en lumière. Le pasteur Mbaye Odi Jafé, dans sa prédication, a mis un accent particulier sur les recommandations à recevoir le salut éternel. Pour le représentant du délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Abaka Youssouf Zaïd, l'évangélisation doit être un devoir cardinal. Un homme de paix, mais aussi et surtout un homme doté de toutes les grandes valeurs dont un pays comme le nôtre a besoin pour son épanouissement socio-économique, culturel, technique et scientifique. Cette évangélisation se déroule également dans d'autres annexes du Tchad. Voilà, et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite des programmes sur Télé Tchad. À demain. Bonsoir.